De l'autre rive de la Méditerranée, une puissance silencieuse avance dans l'ombre, mais avec une capacité redoutable à bouleverser les équilibres militaires en un instant. L'Algérie, décrite par certains médias occidentaux comme le nouveau cauchemar stratégique d'Israël, elle déploie aujourd'hui une panoplie d'armes qui transforment le rapport de force: chasseurs furtifs, missiles balistiques hypersoniques, défense anti-aérienne impénétrable et essaims de drones capables d'aveugler le dôme de fer. Une montée en puissance qui pousse Tel Aviv à se poser une question: la Méditerranée est-elle encore sous son contrôle? Dans un monde où la géographie ne protège plus personne et où les guerres se gagnent à distance grâce à la technologie, l'Algérie s'impose comme un acteur militaire incontournable. État-continent riche en ressources énergétiques, elle a investi massivement dans une armée moderne, considérée aujourd'hui comme la plus puissante d'Afrique et l'une des plus redoutables du monde arabe. Son arsenal impressionne par sa diversité et sa profondeur stratégique. Le chasseur furtif Sukhoi 77, fleuron de l'aviation russe, invisible aux radars occidentaux conçus pour dominer le ciel. Le bombardier Sukhoi 34, véritable monstre volant dont les images en camouflage algérien ont provoqué une onde de choc en Israël. Portée intercontinentale, dizaines de tonnes de bombes et de missiles de précision. Le missile balistique Iskander-M, surnommé le bras long de l'Algérie. Vitesse hypersonique, précision chirurgicale quasi impossible à intercepter. Chaque base ennemie en Méditerranée devient une cible potentielle. Les batteries S-400, le bouclier ultime. Capable de verrouiller l'espace aérien, elles transforment le ciel algérien en une forteresse imprenable face aux avions furtifs F-35. Les drones kamikazes russes et chinois, Orion, Lancet Winglung, CH-5, de véritables essaims capables de saturer et d'aveugler le dôme de fer israélien. Les lance-roquettes multiples. Smerch, synonyme de tempête de feu capable d'anéantir une zone entière en quelques minutes. Les blindés T-90 et les véhicules Terminator, garants de la suprématie terrestre. Mais l'élément qui inquiète le plus les stratèges israéliens n'est pas seulement la technologie, c'est la position géostratégique de l'Algérie, à quelques minutes de vol du sud de l'Europe, face aux côtes orientales de la Méditerranée, où se trouvent les bases occidentales et israéliennes, et au cœur d'un espace saharien qui lui garantit profondeur et mobilité stratégique. Tel Aviv sait désormais que la menace ne vient plus seulement de Gaza ou du Liban, mais aussi de l'Ouest, d'une armée discrète mais prête, capable de frapper au cœur même du dispositif israélien. La question n'est plus de savoir si l'Algérie possède la puissance militaire pour imposer une nouvelle équation, mais quand elle choisira de s'en servir comme levier stratégique. Alors, chers spectateurs, pensez-vous que l'Algérie se contentera de la dissuasion ou assisterons-nous à l'émergence d'un acteur militaire qui redessine l'avenir du Maghreb et de la Méditerranée? Abonnez-vous, partagez cette vidéo et restez avec nous pour découvrir en détail les armes qui font de l'Algérie une puissance redoutée. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet qui agite pas mal les milieux de la défense en Méditerranée. L'arsenal militaire algérien. Oui, bonjour. On observe en effet une montée en puissance assez spectaculaire ces dernières années, avec des acquisitions d'équipements très modernes. Exactement. Et les analyses qu'on peut lire ici et là, elles insistent sur l'impact que ça pourrait avoir sur l'équilibre des forces dans la région, notamment vis-à-vis d'Israël. C'est ça. L'idée, c'est de voir ce que ces capacités représentent réellement, ou du moins ce qu'on en dit, et comment ça pourrait potentiellement redéfinir les rapports de force. Voilà. Notre but, c'est vraiment de décortiquer ce qui est décrit, de comprendre la portée de ces armements, mais en se basant uniquement sur les informations qui circulent. C'est important de le préciser. On analyse les capacités telles qu'elles sont présentées. Alors, allons-y, plongeons dans cette analyse. Commençons peut-être par les air arms. Bonne idée. Le domaine aérien est souvent le plus, le plus visible, le plus emblématique. Oui, et là, il y a un nom qui revient sans cesse. Le Sukhoi 57. Le fantôme, comme on l'appelle parfois. Ah oui, le fameux chasseur russe de 5e génération. C'est ça. On parle de furtivité, donc difficilement détectable par les radars. Un rayon d'action énorme, plus de 5000 km apparemment. Une vitesse aussi supérieure à Mach 2.5, c'est considérable. Et puis des missiles RR très longue portée, genre le R-77 avec 240 km de portée, le tout en soute interne pour la furtivité. L'argument principal, c'est que ça placerait l'Algérie dans un club très très fermé, capable en théorie de neutraliser toute tentative de pénétration aérienne. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette idée de sanctuarisation de l'espace aérien. Effectivement. Posséder des chasseurs de 5e génération, c'est un marqueur stratégique très fort. Ça change la perception de votre capacité de défense. On pense tout de suite à la comparaison avec les F-35 américains ou israéliens, qui sont dans la même catégorie. Inévitablement.
Mais attention, il faut quand même raison garder. Entre l'annonce d'une acquisition ou même la signature d'un contrat, Et avoir une flotte pleinement opérationnelle? exactement, il y a un gouffre. La formation des pilotes, la maintenance, l'intégration dans une doctrine, le nombre réel d'appareils. C'est un processus long et coûteux. Donc, potentiel stratégique énorme, mais la réalité opérationnelle, ça reste à confirmer et ça prend du temps. C'est ça. Le potentiel y est, mais l'activation de ce potentiel, c'est une autre histoire. D'accord, mais il n'y a pas que le Su-57, on parle aussi beaucoup d'un autre Sukhoi, le Su-34, surnom assez évocateur. Le monstre, le cauchemar volant, Ah oui, le bombardier tactique lourd, un profil différent. hybride en fait, bombardement et chasse. Capacité d'emport impressionnante, plus de 12 tonnes d'armement. Et une allonge considérable aussi. Plus de 4000 km, et même 6000 avec ravitaillement en vol. On mentionne un radar, le PKM, capable de scanner très loin. Air, mer, terre. Et il y a eu cette histoire de panique médiatique en Israël autour de son camouflage désertique. Oui, ça avait fait un peu de bruit. C'est surtout une plateforme de frappe à longue portée, potentiellement armée de bombes planantes, de missiles air-sol type KH-99, KH-59. Une capacité de projection non négligeable depuis l'Afrique du Nord. Absolument. Pouvoir frapper loin en Méditerranée orientale depuis l'Algérie, ça change indéniablement la donne stratégique. C'est une menace crédible pour des cibles distantes. Mais il a ses faiblesses, non, Evelyne? Il n'est pas furtif, celui-là. Pas du tout. Grosse signature radar, donc vulnérable s'il n'est pas bien escorté ou si les défenses adverses sont actives. Moins manœuvrable qu'un chasseur pur aussi. Et dépendant des ravitailleurs pour atteindre sa portée maximale, j'imagine. Exactement. La logistique derrière est complexe. C'est un outil puissant, mais pas une baguette magique. Il a ses contraintes. Et puis, il ne faut pas oublier la colonne vertébrale actuelle. Le Sukhoi 30 MK, plus de 70 appareils, c'est pas rien. Non, c'est une flotte conséquente. Et un avion polyvalent, très manœuvrable, avec des capacités anti-navires intéressantes, comme le missile KH-31 supersonique. Une menace sérieuse pour des flottes en Méditerranée, donc. On le compare parfois au Rafale ou F-16. Les comparaisons sont toujours délicates, mais oui, c'est un appareil performant de génération 4++. Et il y aurait aussi un intérêt pour le J-31 chinois, le chasseur furtif. On en entend parler, oui, mais ça semble rester au stade de l'intérêt, de la prospection. Rien de confirmé à ce jour, d'après ce qu'on sait. Ok, passons à la défense de tout ça. Le ciel algérien serait verrouillé, dit-on, par le système S-400 russe. Le fameux S-400. Kobat Al-Jazair Al-Hadidiyah, le dôme de fer algérien comme certains l'appellent. Une réputation mondiale, c'est vrai. Portée annoncée, 400 km, capable de traiter des cibles très variées. Oui, avion classique, mais aussi furtif, le F-35 est explicitement mentionné comme cible potentielle. Missiles de croisière, balistiques, voire des satellites bas. Et il pourrait suivre des dizaines de cibles et en engager plusieurs en même temps avec différents types de missiles, certains hypersoniques, Mach 5 à Mach 15, c'est énorme. Son radar est réputé très performant, 360 degrés, résistant au brouillage, peut-être même avec des capacités de guerre électronique offensive. On évoque même une capacité à frapper des cibles terrestres ou navales. C'est plus qu'un simple système anti-aérien, alors. Disons qu'il est présenté comme extrêmement polyvalent. S'il est pleinement opérationnel et bien intégré, il peut créer cette fameuse bulle de déni d'accès, l'A2AD. Une bulle qui couvrirait une bonne partie de la Méditerranée occidentale? Potentiellement, oui. Et ça rendrait toute opération aérienne adverse très, très compliquée dans cette zone, que ce soit pour l'OTAN ou d'autres. Ça oblige à revoir les plans de vol, les stratégies. Et puissant, mais intégré dans un réseau multicouche, avec d'autres radars, d'autres systèmes et surtout des opérateurs bien formés. C'est là que ça devient vraiment redoutable. Exactement. La maîtrise technique et doctrinale est aussi cruciale que le matériel lui-même. Cela soulève une question importante sur le niveau réel de cette intégration. Et pour compléter ce S-400, il y aurait le Buk M2. Oui, le Buk M2, c'est un système mobile à moyenne portée, plutôt pour protéger les troupes au sol ou des sites spécifiques. Couverture jusqu'à 25 km d'altitude, détection à 150 km. Une couche supplémentaire dans ce millefeuille défensif. C'est l'idée, oui. Une défense étagée. Mais sa stratégie ne serait pas que défensive. On entend beaucoup parler de capacité de frappe stratégique, et là, le nom qui revient, c'est l'Iskander M. Le bras long, missile balistique tactique.
Et ce qu'on répète partout, c'est qu'il est quasi impossible à intercepter. Hypersonique, ou en tout cas très manœuvrant en phase finale. C'est sa caractéristique clé, oui. Une trajectoire imprévisible qui déjouerait les systèmes antimissiles actuels comme le Patriot ou le TAAD. Porté entre 280 et 500 km, selon les sources, suffisant pour menacer des bases ou des villes dans la région, avec une bonne précision, moins de 30 mètres, et une charge utile conséquente. Si l'on replace cela dans une perspective plus large, posséder l'Iskander, c'est clairement un seuil qui est franchi. On passe de la dissuasion par le déni, rendre l'attaque trop coûteuse, à la dissuasion par la rétorsion, frapper l'adversaire chez lui. Exactement. La capacité d'infliger des dommages précis et inacceptables sur des centres névralgiques. C'est un message politique très fort. Ça change les calculs de tout le monde dans la région. On parle aussi d'un intérêt pour le DF-17 chinois, hypersonique lui aussi. Il y a eu des échos, oui, mais comme pour le J-31, ça reste au conditionnel. Des rapports, pas une possession confirmée. Et puis, dans un autre registre de frappe, il y a le Smerch, le lance-roquettes multiple, tempête de feu, ouragan. Là, on n'est plus dans la précision chirurgicale, mais dans la saturation de zone. C'est ça. Des salves de roquettes de 300 mm sur une zone assez large, jusqu'à 90 ou 130 km. Avec des ogives variées, thermobariques, incendiaires, à sous-munitions. L'objectif, c'est la dévastation rapide d'une zone. Concentration de troupes, dépôt logistique. Une salve peut anéantir une surface considérable. Le marteau-pilon à côté du scalpel Iskander. C'est une bonne image. Ça donne une capacité de frappe sol-sol très complète, du très précis au très destructeur sur zone. Et au sol, rapidement. On a les chars T-80, les prédateurs du désert. Oui, le char russe moderne, adapté au désert. Avec ses protections actives Shtora Contact 5. Et pour les appuyer, le fameux BMT Terminator. L'enfer sur Terre, carrément. Un véhicule d'appui-feu très lourdement armé. Missile anti-char Cornet, canon, idéal pour le combat urbain ou contre l'infanterie embusquée. Pour nettoyer, en gros. Et dans les airs, pour l'appui rapproché, les hélicos Mi-24 Hind. Les chars volants, un classique de l'attaque au sol. Roquettes, missiles guidés et même une capacité RR pour se défendre, apparemment. Tout ça, ça dessine une force terrestre pensée pour le combat interarmes de haute intensité. Le char, l'appui-feu lourd, l'hélico d'attaque. C'est cohérent. Si c'est bien coordonné sur le terrain. Comme toujours. La coordination interarmes, c'est le nerf de la guerre moderne. Et enfin, la nouvelle dimension qui monte partout. Les drones, l'arsenal invisible. Indispensable aujourd'hui. On cite des modèles russes comme l'Orion ou le Lancet, qui est un drone suicide. Une munition rôdeuse, oui. Très efficace. Et puis surtout des drones chinois, le Winglong, CH4, CH5. On dit qu'ils sont l'équivalent des Reapers américains. Oui, ce sont des drones MALE, moyenne altitude, longue endurance, capables de surveillance et de frappe, très performants. Le point qui revient souvent, c'est le risque d'attaque par saturation, des essaims de drones. C'est ça qui est fascinant ici. L'idée qu'un grand nombre de drones, même moins sophistiqués, ou des drones kamikazes, pourraient submerger les défenses les plus modernes. Même un système comme le dôme de fer israélien. C'est la question que posent certaines analyses. Le dôme de fer est conçu contre roquettes et obus, mais un essaim massif et coordonné de drones lents arrivant de partout, ça pourrait le saturer. Ça change complètement la donne, cette prolifération de drones armés, souvent à bas coût. Oui, ça offre des capacités asymétriques potentiellement très déstabilisantes pour n'importe quelle armée, même les plus avancées. Bon, essayons de rassembler tout ça. L'image qui se dessine, c'est celle d'une Algérie qui s'équipe lourdement, sur tous les plans. Air, défense aérienne, frappe longue portée, terrestre, drone. C'est une modernisation et une montée en gamme très nette sur l'essentiel du spectre militaire. Et le message qui semble passer dans les analyses, c'est que l'Algérie se positionne comme une puissance stratégique majeure qui veut peser en Méditerranée et redéfinir l'équilibre. La référence à Israël et à ce fameux front ouest est assez récurrente. Oui, l'ambition stratégique affichée ou perçue est considérable, mais, et c'est un grand mais, il faut distinguer l'arsenal sur le papier de la capacité opérationnelle réelle. La différence entre avoir le matériel et savoir s'en servir efficacement, en somme. Exactement. La doctrine, l'entraînement, la maintenance, l'intégration de tous ces systèmes complexes, l'expérience, ce sont des facteurs absolument cruciaux. On peut avoir les meilleurs avions du monde s'ils ne sont pas intégrés dans une stratégie globale et pilotés par des gens parfaitement entraînés. Leur efficacité est limitée. Voilà. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Quelle est la finalité ?
Dissuasion pure pour sanctuariser le pays, ou y a-t-il une volonté de projection de puissance plus active pour influencer la région? C'est la grande question. Dans tous les cas, ce réarmement envoie des signaux géopolitiques forts. Ça oblige tout le monde, les voisins, les puissances européennes, les États-Unis, à recalibrer leur analyse de la situation en Méditerranée. Ce qui nous amène à la question finale, qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines conclusions, cet arsenal impressionnant, tel qu'il est décrit, est-ce que c'est juste une assurance vie stratégique, un outil pour dissuader ? Ou est-ce qu'on assiste, comme certains le suggèrent, au début d'un bouleversement géopolitique plus profond en Méditerranée avec l'émergence d'un acteur capable de contester les hiérarchies établies? La question reste ouverte, et elle est lourde d'implications pour la stabilité de toute la région. Absolument. C'est une dynamique à suivre de très très près.